Les actualités pâtées, c'est le bon repère pour commenter la guerre. Les soldats y voient les batailles à distance, les femmes y voient leurs hommes. Mais les femmes sont quand même les préférées des actualités. Femmes et obus, c'est le couple diabolique façonné par la guerre de 14-18. Elles travaillent nombreuses pour l'industrie de l'armement, qui atteint grâce à elles une puissance de feu inouïe. C'est dans les usines que se joue la guerre. Seul le nombre d'obus et de canons décide de la supériorité militaire d'un pays. Il n'y a pas besoin d'être troufion pour savoir ça. En France, la production d'obus correspond en 1916 à un chiffre éloquent, 200 000 obus par jour. Partout, les femmes font l'effort de guerre, contre un petit salaire, en général 3 fois inférieur à celui de leurs hommes. Et si ces cônes de fer qui sortent de leurs mains vont tuer les fils ou les maris d'autres femmes, elles s'efforcent de ne pas trop y penser. Pour ces patriotes, ces poilus de l'arrière, les usines ouvrent des crèches. Pendant que celles que l'on appelle les munitionnettes manient la poudre et risquent la stérilité. Elles le savent. Mais l'acceptent-elles vraiment? On ne le saura jamais. Les femmes, elles sont partout, à négocier sec avec les directions ou à faire grève, mais jamais pendant les grandes offensives. Elles casse-croûte au rouge et profitent d'une liberté toute nouvelle. Pour elles, la guerre est une période de relative émancipation. Sur le front, les femmes nous manquent. Tout le temps, et plus que tout. Les rats. Les rats, c'est un vrai supplice. Je vous jure, ils nous mangent. J'essaye de le raconter avec le sourire. Les gens adorent que je les fasse rigoler avec ma peur des rats. En vrai, chaque nuit, on dort figé de trouille à l'idée d'être croqué. Il y a aussi d'autres compagnons très intimes. Les poux. Entre nous, on dit les totos. La démangeaison à ce point, ça rend fou. C'est de la torture mentale et physique. Poilus, roast-beef et allemands, on en est tous là, à se gratter à mort. Les lessiveuses ambulantes et les douches nous en débarrassent à l'occasion, mais les poux reviennent toujours, encore plus combatifs. C'est la guerre aux poux. Jusqu'à ce qu'on connaisse pire encore. Verdun. Allez, on va leur donner le mode du régiment. Ils vont montrer et puis le raconter. Allez, préparez-vous. C'est parti, attention. 1, 2, 3. Verdun, j'y étais. Lorsque Verdun tonne, ce 21 février 1916, à 7 h du matin, les poilus éprouvent la panique de toute leur vie. Il n'y a plus aucune position organisée. Les fantassins sont disséminés, comme ça, au hasard des trous d'obus. L'absurdité, la vraie, ce sont ces images-là. On s'est retrouvés au hasard d'un talus avec Léon. Sans lui, j'aurais pas tenu le coup. Sur 8 heures d'affilée, 2000 canons tirent 1 million d'obus. Un obus tous les 5 mètres carrés. Un déluge d'acier. Verdun, c'est l'enfer imaginatif. Le délire vicieux du fer, du feu et du gaz. Moi, petit à petit, je perds les pédales. À Verdun, lorsque la fumée retombe, plus rien n'est visible. Plus d'arbres, plus de tranchées, plus de poilus. Paradoxalement, ça nous galvanise.
C'est ce refus de l'enfer dans lequel ceux d'en face veulent nous plonger qui, après 2 ans de guerre, décuple nos forces. Le Kaiser Guillaume II veille. Il a fermement décidé de nous briser et il veut décimer le moral de l'armée française. Son état-major choisit de percer notre front par une attaque massive dans l'endroit symbolique par excellence, le saillant de Verdun. Le Kaiser et son grand dadais de fils sont sûrs de leur stratégie. Mais c'est compter sans notre esprit de résistance. Cette fois, on met sur le tapis nos dernières forces. On commence par perdre le fort de Douaumont. Et on se cramponne au sol, vaille que vaille. Le grand quartier général allemand opère alors un virage à 180 degrés. Verdun, le cimetière de l'armée française. Ils avaient même trouvé un slogan, je m'en souviens. L'armée française, on l'aspire à Verdun, on la fixe, on la passe au hachoir. Après des semaines d'une sauvagerie indescriptible, le fort de Vaux passe aux mains de l'ennemi. Verdun tombera ou Verdun tombera pas. Marthe m'écrit depuis Boulogne-sur-Mer que cette bataille-là monopolise les esprits. Les rues sont vides. À Paris, on s'attroupe devant les affiches qui stigmatisent l'aigle allemand en train de resserrer ses griffes sur Verdun. Au front, on apprend que le peuple se cabre devant le risque de la défaite. On ne craint rien tant que ça, avoir déjà tant perdu pour perdre encore. On se donne des leçons de patriotisme. Le président Poincaré parle du péril couru par notre race. Le mot est fréquemment employé alors. Il n'est pas un seul de nos soldats, il n'est pas un seul citoyen qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de notre race, et non seulement son honneur, mais son existence même, sont suspendus aux lourdes minutes de cette guerre inexorable. Députés, curés, travailleurs, la population s'engage avec une franche détermination. Personne alors ne conteste le départ des 19 ans, puis des 18 ans. Le cinéma des armées projette des films cocardiers. La nation nous donne toute sa confiance, tout son amour, ses hommes et ses femmes. Les enfants, ils se tiennent même en tête de cortège. Heureusement, je dispose d'un jardin secret, le courrier. Gage d'amour et d'espoir, les lettres de nos proches nous encouragent à tenir encore. Écrire nous rappelle que nous sommes humains. Quand je pense que nous avons dû réapprendre à nous servir de nos couverts, fourchettes et couteaux, après-guerre. Ceux qui le peuvent écrivent comme ils n'écrivent plus jamais après. Marthe reçoit de ma part une lettre presque chaque jour. J'y ajoute toujours un mot pour maman. Qu'écrit-on ? Tout va bien pour sûr. On veut surtout pas faire entrer la peur au foyer. Les femmes font semblant de nous croire. Elles pressentent la censure et devinent les chiffres réels des pertes. Lorsqu'arrive ma prochaine perme, je file à Paris. On va au cinéma avec Marthe, au Gaumont Palace, pour voir des images fortes sur la voie sacrée.
salut résolu contre brave. Les Français ne sont jamais esclaves des têtes de poche aux appétits cruels d'État. Ils ne passeront pas pour Les unités se relaient. Personne ne peut tenir là-bas sans glisser dans la folie. La bonne idée du haut commandement est d'y appeler tous les combattants. Ça nous soude les uns aux autres. Ceux qui ont déjà donné alertent les autres à mots couverts. Ça rigole pas là-haut. Jamais pourtant Léon et moi on aurait osé imaginer découvrir ça. Cher petit soldat, c'est une petite Française qui vient vous souhaiter un prompt et bon retour au milieu des vôtres. Je vous souhaite que ce casque vous porte bonheur. Lucie Lambert. Ne perdez pas la cadence, mesdemoiselles. Pas tellement loin de Verdun, on s'est trouvé un nouveau casse-pipe. La bataille de la Somme. On a dit qu'elle a existé juste pour faire diversion. Peut-être. En changeant le théâtre des opérations, on soulage la troupe. Mais en réalité, cette attaque était manifestement préparée. En matière d'artillerie, c'est une première. On passe 8 jours d'affilée en préparatifs. Énorme. Un canon de 75, ça peut tirer 20 obus par minute. Il faut se représenter ces canons par milliers, placés tous les 12 mètres sur un front de 50 km, projetant les obus 8 jours durant. Dans la Somme, on a expédié 20 millions d'obus. Une moyenne de 10 obus par soldat ennemi posté en face. À ce régime, vous me direz, qui peut bien survivre de l'autre côté ? Le premier grand reportage de guerre est tourné par l'armée britannique. Puis projeté dans toute l'Angleterre, dans des camions sillonnant les campagnes et dans les salles de cinéma. Ce film récolte un succès incroyable. 10 millions d'Anglais le voient. Et ils voient quoi? Des Tommies, forts d'une gigantesque préparation d'artillerie,
se lancer en ce 1er juillet 1916 dans un assaut qui doit les mener tout droit à la victoire. Cruel revers, dès la première heure, 10 000 Britanniques tombent. Dès le premier jour, 20 000 perdent la vie. Au lieu de constater l'échec, le commandement anglais s'obstine encore et encore. 5 mois de plus. En Grande-Bretagne, le fameux reportage fait mouche. Un Tommy, de retour de permission, nous explique pourquoi. Les scènes de secours aux blessés, les visages harassés des soldats inspirent de la compassion. Il raconte qu'après la projection du film, les volontaires assaillent littéralement les postes de recrutement. Come on, boys, line up on stage. Hey, how old are you? Charlie Chaplin en personne apporte sa contribution à l'effort de guerre et son humour au service des soldats. Et surtout, il a tout pigé à notre vie d'enfer. Si Charlot est soldat, alors tout le monde peut le faire. Verdun. J'y étais et j'y reviens. Après 7 mois d'une résistance acharnée, on passe à la contre-offensive. Douaumont est repris. Verdun, c'est 150 000 morts côté allemand, 172 000 côté français. La Somme, 400 000 morts. Pour quelques dizaines de kilomètres carrés où il n'y a rien à voir. Une nouvelle fois, les tentatives de percer échouent sur cette terre toute vérolée d'entonnoirs. Pas un canon, pas un véhicule, pas même un cheval ne peut raisonnablement poursuivre un combat dans ce gruyère rouge sang. Ces désastres furent célébrés comme autant de victoires. Il faut bien respirer un peu et prendre du bon temps avant de se faire crucifier par un obus. Les officiers alliés sablent ensemble le champagne. La troupe trinque à l'agnole. On boit parce qu'on attend la suite. Eh ben quoi, ils veulent ma bobine aussi là? T'avais pas aussi de bobine, hein? À bientôt, salut. Cette vie des tranchées est une longue agonie. On n'en parle jamais, mais la vie de soldat est un ennui mortel, ponctué d'innombrables corvées. Cette fois, vous allez me payer le coup, hein? Yeah, of course I know. Ein Lächeln für den Fotografen. Parfois, un timide rayon de soleil nous incite à la sieste, hors des gourbis puants. À quoi rêvent les canonniers? Léon pense qu'ils rêvent au silence. C'est pas idiot. Léon, lui, il rêve des bombes qu'il déshabille. Félicitations. Notre ordinaire, c'est aussi les remises de médailles. J'en ai reçu 2. Le cinéma des armées propose des actualités d'un autre genre.
C'est notre lien au monde des vivants. On veut pas rater ça. Parmi ces actualités tragicomiques, on voit ce reportage sur le génie des ingénieurs militaires. Prenez ces coques blindées. Bon, c'est évident, on évolue difficilement avec. On a juste le temps de se prendre une balle dans le postérieur. J'aurais pu en sourire si des cobayes n'avaient pas été envoyés à l'abattoir. Dans les temps morts, on cartonne. On balance des grenades. Forcément, en face, ça réplique. Les plus sages d'entre nous gueulent dessus. Arrêtez, arrêtez, sinon ça va faire encore des morts. Léon, lui, il pense à rien. À la Noël, 1916, je vois bien qu'il file un mauvais coton. C'est dans une caisse en fer, toute gelée, qu'on chope de nouvelles bobines allemandes. On se fait comme ça notre petit service de renseignement. Et qu'est-ce qu'on voit sur les images? Des soldats qui distribuent du pain aux civils dans les zones occupées. Mais on comprend clairement que la pénurie alimentaire affecte les populations allemandes. Cette famine est la conséquence directe du blocus maritime organisé par les Alliés, car les denrées sont expédiées en priorité aux troupes. À notre tour, on devient des barbares sans humanité. Les Allemands nous accusent de susciter la terreur chez leurs soldats en enrôlant dans nos troupes ce qu'ils considèrent comme des sauvages, des égorgeurs, des cannibales. La propagande allemande reproche à la France et à l'Angleterre, dans une guerre de blancs,